Sunderlight Productions. Mon invité travaille essentiellement en noir et blanc, et c'est ce qui m'a intrigué en premier lieu dans son travail. Comment réfléchit une personne qui n'utilise pas la plus grande partie des informations qu'elle voit dans son viseur? Et comment se pense une image en noir et blanc par défaut, par rapport à une image couleur qui devient noir et blanc par la suite? Nous allons aussi parler de l'obsession du monde pour la créativité, de ne pas toujours attendre d'être prêt, d'écrire avec les ombres plutôt qu'avec la lumière, des 10% qui font toute la magie d'une image, de sortir de la technique et de définir ses objectifs. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Gauthier Van Lieshout. Bonjour Gauthier. Bonjour Julien. Je n'ai pas massacré ton nom, c'est bon. On a répété, j'ai répété 4 fois au moins avant d'enregistrer. J'ai ce don de massacrer les noms des gens. Nat Sakura s'en rappelle bien. J'ai appelé Nat Sakura à peu près tout l'épisode. Elle me dit non, Sakura. Donc j'ai coupé un peu tout ça, mais c'est vrai que c'est un grand défaut et c'est quelque chose auquel j'essaie de faire un peu plus attention maintenant, et surtout toi qui es d'origine flamande, oui. Où effectivement j'aurais pu dire Gauthier Van Lieshout à la française. Mais je suis habitué. J'ai commencé comme ça. Ouais, j'imagine bien que les gens commencent comme ça, mais effectivement, il faut respecter un petit peu les noms. C'est une partie de l'identité. Et c'est important de demander. Donc effectivement, je t'ai demandé avant, on a répété plusieurs fois. Et on y est arrivé. On est bon. Je m'applaudis, je m'auto-congratule. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. Un plaisir. Pour situer un petit peu comment on s'est connus, parce que ce podcast est une succession de rencontres heureuses. Alors des fois c'est moi qui vais chercher les gens et des fois je tombe sur des gens et ça m'arrête et ça m'interpelle. Toi, c'est ce qui s'est passé. On a été tous les deux juges sur un concours photo amateur à Rueil-Malmaison. On remercie Éric Potier qui était le commissaire de ce concours, qui nous a invités tous les deux. En tout cas, on a été juges tous les deux sur ce concours. C'était une super expérience de juger un concours photo. Je ne sais pas, toi, ce que tu en as pensé. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est une expérience. C'était ma première expérience de jugement de concours photo. C'est toujours très intéressant, très enrichissant. Et puis, ça nous permet de faire un point d'avoir une vision globale du travail des autres photographes, et puis du coup d'avoir un autre regard sur son propre travail. C'est très intéressant. Ouais, on se regardait. Alors, pour la petite histoire, c'est un concours photo amateur, donc effectivement, il y a des photos qui sont de très grande qualité. Il y a des photos qui sont un petit peu plus. Elles sont pas mauvaises. Elles sont plus naïves. On sent qu'il y a un regard assez jeune dessus. Il y a des gens qui vont respecter très strictement la règle des tiers, là où justement la règle des tiers ne demandait qu'à être un petit peu violentée et cassée et brisée. Et voilà, donc on retrouve ça, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Puis c'était marrant, on était les deux tables côte à côte, et de temps en temps on venait voir un peu ce que l'autre avait noté. Alors moi j'ai été apparemment extrêmement violent dans ma notation. C'était la première fois aussi que je notais, et effectivement j'avais pas intégré certains usages, on va dire, de ça. Donc j'élimine assez comme je fais quand je fais mes photos en fait. Mes photos, j'en jette 90%. Et là, j'ai jeté effectivement quand j'ai vu la courbe à la fin qui était assez vers le bas. On m'a expliqué que non, c'était pas tout à fait comme ça qu'on jugeait, donc désolé aux gens que j'ai un peu massacré. Il y a des codes dans le jugement. Mais j'étais pareil au début. Mais toi c'était pas la première fois que tu jugeais? Non, ça faisait plusieurs fois. D'accord, ok. Parce que c'était vraiment... Il y a eu un cas, toi t'étais parti, t'as dû partir un petit peu plus tôt. Ouais. Au moment où on expliquait nos jugements, j'ai eu un cas, une photo, où tu apprends aussi, ça c'est très important je trouve, t'apprends à justifier ton jugement, ce que je n'ai pas systématiquement fait. Il y a quelques photos qui me mettaient mal à l'aise ou qui me convenaient pas. Il y en a une qui m'a énervé, c'est notamment sur celle-là qu'on m'a demandé un retour, et où j'ai pas été tout de suite capable de le donner. Et j'y réfléchis après, parce que ça m'a vraiment travaillé de ne pas être capable d'expliquer pourquoi la photo m'énervait, mais elle m'énervait vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui a fait une photo assez abstraite, et mon regard tournait en rond dans la photo.
il se trouve, c'est pas de bol pour lui, mais bon, ça m'aurait énervé probablement un petit peu moins, mais quand même, si ça n'avait pas été le cas, il se trouve que j'ai changé de lunettes, j'ai mis des verres progressifs et que je suis encore en train de m'y adapter au bout d'un mois. C'est horrible, ça d'ailleurs. Le pauvre a été victime d'un changement bah voilà, de lunettes. toi, tu sais pas encore, mais quand tu as 40 ans et que tu commences à avoir la vue qui baisse et que voilà, tu passes au verre progressif, et effectivement, ça demande une vraie adaptation. Et donc, je me suis retrouvé prisonnier de cette image que vous deux, vous n'avez pas jugé aussi durement, mais vous lui avez mis un 10 que j'aurais dû lui mettre. Moi, je lui ai mis un 6, je crois. Et en fait, mon regard était prisonnier de cette image, tourner, et ça m'a énervé. Et je n'ai pas été capable de lui expliquer sur le coup. Maintenant, j'ai compris. Et je trouve que c'est une très bonne expérience, en fait, d'être capable, maintenant, de comprendre ce genre de choses-là, ce qui n'était pas forcément le cas, où je vais à l'instinct, moi, souvent. Et c'était une très, très grande leçon. Et c'était un bon cours d'empathie aussi, parce que t'es face à des gens et quand tu les casses sur leurs photos, effectivement, c'est pas très sympa pour eux. Il y en a qui peuvent se décourager, alors qu'en réalité, ils méritent pas ça, quoi. Surtout qu'on les casse très vite, alors que parfois on passait 4 jours à sortir une image, quoi. Ouais, non, et c'est nous, clair. on fait ça en 5 secondes. Donc Exactement. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, c'est aussi une vraie leçon quand toi tu soumets des photos à un concours, c'est que tu réalises à quel point c'est jugé rapidement. Bien sûr. C'est incroyable parce qu'en fait, effectivement, tu lèves la photo, tu vas passer 5 secondes quand elle n'est pas terrible, 20 secondes quand elle est bonne, ou quand elle pose une vraie question et que tu essaies de comprendre ce qui se passe dedans. Et des fois, tu n'as pas de recul sur cette image-là. Il y en avait une, c'était un visage... c'était une cave, une photographie d'une cave avec ça figurait un visage avec 2 yeux, un nez. Et de près, je l'ai pas vu et de loin, je l'ai vu. Et en fait, je suis passé complètement à côté au moment de juger. C'est assez, c'était assez perturbant, mais du coup, ça te fait comprendre certaines choses. Ça te fait comprendre qu'il faut que ta photo elle soit lisible rapidement, proprement, que les gens n'ont pas forcément le truc, que des fois, tu as un truc extérieur, genre le juge qui a changé de lunettes et qui est pas confort. Et qu'il suffit que tu lui fatigues les yeux pour que tu l'énerves, en fait, et que ta photo, elle part directement à la poubelle. C'est... Oui, puis il y a aussi l'effet de masse. Enfin, là encore, c'était un jugement où on avait le temps de juger. Il n'y avait pas tant de photos. Je crois qu'on était à 250 220 photos. Voilà. Moi, j'ai fait des jugements où il y avait des milliers de photos qu'on jugeait sur plusieurs jours. Et on avait un timer. C'était 5 secondes par photo. Il y a des photos qui étaient même jugées en 3 secondes, donc on fait entre 10 et 15 photos par minute. Au bout d'un moment, il y a un effet de masse qui fait qu'au bout de la 600e photo, voire la 1000e photo, quand on voit 15 fois la même rue ou ce genre de choses, on note, on sac, alors que derrière, des photographes qui ont remplacé du temps, quoi. Ouais, puis t'as beau avoir la 15e photo, c'est la meilleure. En fait, comme t'as déjà vu 15 fois la même chose, mécaniquement, exactement. C'est assez intéressant à faire. En tout cas, vraiment, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire comme expérience. C'était vraiment... moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi et sur les autres. On va attaquer, on est déjà à 7 minutes d'épisode, on n'a même pas commencé l'elevator pitch. On commence toujours par l'elevator pitch dans ce podcast. La question est simple, tu rentres dans un ascenseur, il y a Steve Jobs qui rentre avec toi juste à côté et qui te dit qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, et tu as 3 étages pour lui expliquer ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dirais que je suis un jeune photographe de mode et de portrait, spécialiste du noir et blanc, et que je pense que ce serait pas mal qu'on signe un contrat entre Apple et moi-même. Tout le monde voudrait. Il y a 2 types de réponses. Il y a ceux qui veulent du matos et il y a ceux qui voudraient faire un portrait de Steve Jobs. Ah ouais. Ça revient assez fréquemment. Ça peut être pas mal. La prochaine fois, je poserai la question avec Bill Gates et on verra si les gens sont aussi intéressés pour son portrait ou son matos, parce que c'est pas les mêmes typologies. C'est clair. Donc tu fais du studio, tu fais de la mode, tu fais du portrait. Je crois que tu possèdes pas ton studio. Ça, c'était un aspect assez intéressant aussi de notre discussion quand on a fait connaissance. Ouais, je bouge. C'est que tu bouges beaucoup. Le fait de bouger, est-ce que ça change quelque chose dans ton approche ou pas ? Oui, parce que les studios ne se ressemblent pas et bizarrement, il y a des studios qui inspirent plus de choses que d'autres. Il y a aussi des studios qui ont des spécialités comme des fonds un peu texturés, ils ont des murs complètement défoncés, enfin ce genre de choses. Donc oui, on va pas forcément au même studio tout le temps parce qu'on change d'approche, on a besoin techniquement de choses différentes. Enfin voilà, ça. Il y a un plaisir de la découverte à chaque fois ou pas ? Il y a un plaisir de la découverte, oui, mais après on a des clients derrière, donc il faut aussi
connaître le studio un minimum. Donc ça dépend, ça change en fait. D'accord, t'arrives quand même avec un minimum de certitude, j'imagine, à un endroit, maintenant tu les connais. Oui, à force, oui. D'accord. Tu l'as dit, tu es jeune. J'ai été surpris que tu sois aussi jeune en fait. Oui. T'as quel âge ? J'ai 24 ans. T'as 24 ans, c'était assez incroyable de découvrir ça parce que je vois ton portfolio, il est plutôt mûr. Je connais pas mal de photographes de 24 ans qui n'ont pas développé ça. Ça fait combien de temps que tu Ça t'es fait installé ? 7 ans D'accord. que je suis photographe. Ouais. D'accord. Mais que tu es installé, que tu travailles ? Parce que tu as pas commencé à 17 ans. Non, j'ai commencé en 2018. Donc ça fait, on est en 2023, ça fait 5 ans. Tu as le temps de développer quelque chose, mais effectivement, il y a des gens qui mettent un peu plus de temps à trouver leur voie et à développer leur caractère, on va dire, de la manière dont tu l'as fait. Et à choisir. Je me suis noté cœur de rocker dans les notes pour un peu te décrire. C'est vrai que tu as un look, t'es typé, tu as une Harley. Je l'ai dit presque au hasard, mais tu as une Harley. Oui, je confirme. Et tu as vraiment ce look-là qui te rend sympathique, en fait, qui te fait sortir du lot, ça c'est sûr, parce que tout le monde n'a pas les cheveux longs, tout le monde n'a pas les Santiago, tout le monde n'a pas ce look-là, et ça te rend sympathique, en fait. Je me demandais dans quelle mesure tu en joues dans tes shoots. En fait, je me pose pas vraiment la question. Enfin, en fait, mon look, je l'ai comme ça. J'étais pas du tout comme ça avant. Moi, quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais ce besoin de m'affirmer, de devenir adulte très rapidement. Donc, j'avais un look très classique. Ouais. J'étais le petit blond avec une veste noire, quoi. J'étais tout le temps habillé comme ça. Et puis, en fait, je crois que je suis arrivé à un moment où il fallait que je me lâche un peu plus. Ouais. Et puis mes cheveux ont poussé, et puis mon look est devenu un peu plus destroy, et puis voilà, ça s'est fait tout seul. Mais j'ai l'impression qu'en fait, tu as une facilité à faire des choix et à y aller. Pas forcément donné à tout le monde. Peut-être, oui, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment le temps de se poser 40 000 questions, donc faut y aller, quoi. Mais t'es pas, en tout cas, tu te sens pas prisonnier d'un moule non, du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est important. C'est très, très important parce que du coup, tu vois, en rebondissant là-dessus, on va reparler du noir et blanc. J'ai dit t'es davantage axé vers le noir et blanc, c'est l'essentiel de ta production. Mais il y a noir et blanc et noir et blanc. Toi, tu as un noir et blanc qui est très tranché, qui est très distinctif, qui va loin. Tu vas vraiment exploiter le côté sombre de l'image si tu as envie d'aller là. Il y en a qui sont un peu moins dans cette veine-là, mais il y a quand même des séries où tu vas vraiment jouer de l'ombre et y aller et mettre du grain. Encore une fois, ça dénote une capacité à faire des choix très tranchés et très décidés quand même. Oui, c'est vrai. Ok. On va passer à la partie interview à proprement parler. Les 3 premières questions, c'est les mêmes pour tout le monde. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Je lui offrirais un livre soit de Peter Lindbergh, soit d'Helmut Newton. Ouais. Parce que ils ont été mes 2 plus grandes inspirations dès le début. Surtout Newton, à la base. Pourtant, Newton n'était quand même pas aimé de tout le monde. Il avait une image... on disait qu'il avait une image très, très misogyne. Voilà, mais il avait une approche quand même de la photographie qui était assez spectaculaire. Et puis Lindbergh, parce que lui, c'est un peu tout l'inverse, quoi. C'était un grand amoureux des femmes. Et puis, avec son noir et blanc très, très, très doux, mais en même temps très, très puissant. Voilà, c'est 2 photographes qui ont juste guidé tout ce que j'ai fait jusque-là. Donc, un des 2, en tout cas, c'est sûr. C'est marrant parce que je t'ai demandé des références photographiques, en fait, indirectement. Et tu as parlé de leur approche. Tu as parlé que de leur approche. Il y a les photos, je veux dire, on peut... Mais tu as parlé de leur approche à tous les 2. Donc, un qui avait un regard... alors, misogyne, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les femmes. Ça veut dire que sa manière de les aimer n'est pas forcément... De les représenter, en tout cas. De les représenter. Mais enfin, je pense qu'il faut faire cette distinction maintenant qu'on a cette discussion-là, qui est que les misogynes, c'est pas des gens qui n'aiment pas les femmes, c'est leur regard qui est ce qu'il est. Mais ça veut pas dire qu'ils les aiment pas, au contraire, souvent même. Newton était un grand amoureux des femmes, bien sûr. Mais il avait une manière de les représenter de manière un peu particulière. Ouais, mais c'est dans le regard, en fait. Mais du coup,
t'as parlé de deux grands photographes, mais t'as parlé que de leur façon de voir, en fait. Il y a que ça qui compte. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que ça rebondit sur tout ce que j'ai noté après, en fait. Et ça en dit beaucoup, en fait, sur ton approche assez rapidement. C'est quoi pour toi être créatif ? Être créatif, ça c'est une grande question parce que surtout aujourd'hui en fait, où la créativité, on en parle partout tout le temps, dans tous les supports de communication, tous les médias. Enfin voilà, la créativité a vraiment sa place aujourd'hui. C'est presque un must-have pour démarrer, pour être artiste. Il faut être créatif. Il faut être créatif, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est même quelque chose qui est recherché. Hein. Enfin, quand on regarde un petit peu, il suffit de regarder le marché de l'emploi, des offres. Vous avez un profil créatif. C'est pas un profil créatif, en fait. Surtout pour des jobs de commercial. Des trucs comme ça, parce que c'est partout, en fait. C'est devenu très galvaudé. C'est ça. Donc il faut être créatif. Alors créatif, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas trop. Je pense que dans l'inconscient collectif, ça veut juste dire avoir des idées. Mais même ça, je trouve que c'est quand même assez flou, avoir des idées. Donc moi, je dirais qu'être créatif, c'est juste avoir une idée qui n'est pas forcément celle de tout le monde, ou qui viendrait comme ça immédiatement, et surtout savoir comment la réaliser. Je pense que c'est assez important. Être un bon créatif, c'est quelqu'un qui maîtrise toute la chaîne, finalement. Pas être forcément dans le moule et savoir comment matérialiser ce que tu as dans la tête. Idée, ouais. Okay. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est il y a ceux qui ont l'idée et ceux qui la développent. Et donc pour moi, le créatif, c'est peut-être celui qui fait les deux. Très bonne réponse. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Qu'est-ce qui me fait déclencher ? En fait, je me pose pas du tout la question. C'est l'instant. Je crois qu'il y a un moment où il faut y aller. Il faut déclencher parce que ce que je vois dans mon viseur, je me dis ça va être beau. Et donc 99% du temps, c'était ça. Enfin, il fallait déclencher à ce moment-là. Il faut y aller, quoi. Ouais, c'est l'instant. C'est le moment de faire. C'est l'action, en fait. C'est l'action, ouais. C'est pas du tout une finalité technique. Genre, ça y est, je suis prêt. Non, pas du tout. Des fois, il faut déclencher avant d'être prêt. Oui, c'est souvent les meilleures surprises, en fait. Carrément. Quand tu vois, on a tous eu une photo floue totalement ratée qui fonctionne très bien. Parce qu'on a déclenché au bon moment alors qu'on n'était pas prêt. Bien sûr. Ok. Très bonne réponse aussi. La première question que je vais te poser, c'est le noir et blanc. Pourquoi tu as choisi cette voie ? Et au-delà du fait d'avoir choisi le noir et blanc, pourquoi un noir et blanc aussi tranché et il est personnel, en fait, ton noir et blanc ? Pourquoi ? Le côté tranché, quand j'ai appris la photo, il y a un photographe qui s'appelle Daniel Kendi, qui était un photographe amateur en club, qui m'avait invité dans son studio, et puis il m'a dit une phrase absolument extraordinaire. Il m'a dit, quand on gère la lumière, en fait, on ne gère pas la lumière, on gère les ombres. Et alors j'ai tout compris ce jour-là. Je me suis dit oui, évidemment, on parle toujours de lumière, mais en fait la lumière on s'en fiche. Enfin, c'est le résultat de l'ombre qui compte. Et en explorant de manière très basique et très technique les schémas de lumière, je me suis dit mais c'est dingue comme l'ombre a une influence sur la force d'une photo. Et donc finalement une photo sans ombre pour moi est une photo plate qui n'a pas d'intérêt. Donc voilà, donc le résultat inverse c'était de faire des photos assez tranchées. Et puis alors le noir et blanc, ça c'est assez inexplicable. Après mes références sont quand même noir et blanc, Peter Lindbergh, Newton, tout ça, tous ces gens-là sont quand même des grands photographes du noir et blanc. Mais je comprends pas la couleur, je n'arrive pas je sais pas, il y a trop d'éléments en fait pour moi en couleur. On n'arrive pas à se concentrer sur quelqu'un quand il y a de la couleur, parce qu'on va être attiré par son pull rouge ou par le fond qui est bleu ou ce genre de choses, alors que le noir et blanc on ne peut que se concentrer sur ce qui se passe et pas le reste. C'est marrant ce que tu viens de dire par rapport à l'ombre. Je crois que c'est l'erreur, parce que la photographie, on va te répéter à tort et à travers, c'est écrire avec la lumière. Oui. Et je crois que finalement, un peu comme l'instant décisif de Cartier-Bresson, qui ne veut pas du tout dire ce que ça veut dire, photographie, ça ne veut pas du tout dire ce que ça veut dire finalement de ce que tu viens de me dire. C'est clair. C'est écrire avec les ombres, en fait. C'est écrire avec les ombres, Tu mets des petits points de lumière au milieu des ombres, mais au final, toi, ce que tu vas gérer, c'est l'ombre. C'est l'ombre, bien sûr. Avant de gérer la lumière, ce qui est une bonne... Donc en fait, quand je dis que tu as un style très typé, assez sombre, avec du grain, en réalité, c'est pas que tu recherches le sombre et le grain,
c'est que tu te concentres sur les ombres et que du coup, c'est ça qui fait la distinction de ta photo. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc, d'un aspect purement technique, d'analyse, on est passé, encore une fois, à de l'émotion et à de la perception, en fait. D'accord. Intéressant. Du coup, tu as commencé à répondre. C'est quoi la différence entre noir et blanc et couleur ? Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment le noir et blanc nous permet de nous concentrer que sur ce qui se passe, sur l'essentiel, selon moi. Alors que la couleur, on va chercher autre chose, quoi. En couleur, il faut une cohérence qui personnellement ne m'intéresse pas beaucoup. Alors qu'en noir et blanc, on ne doit s'intéresser qu'à ce qui se passe. Parce que le noir et blanc, si on prend encore une fois un domaine que moi je connais, qui est le photographe reportage, tu me demandes moi à quel moment je fais du noir et blanc. Je pense que la plupart des photographes reportage vont rigoler en entendant ça et vont se reconnaître. C'est quand tu as une photo en couleur qui marche pas. C'est le cache-misère. C'est le cas. Alors, il y a la phrase de Ian Weldon, c'est If it's shite, go black and white. En vrai, souvent, on passe en noir et blanc parce qu'il y a de la couleur qui dérange, parce qu'il y a un truc qui fonctionne pas, parce que ça rattrape un peu l'image. Mais tu as rarement cette réflexion de contraste que tu dois avoir toi en fait quand tu photographies en noir et blanc dès le départ. C'est quasiment que ça, oui, en fait. Ouais. C'est toi tu réfléchis en contraste, tu réfléchis en ombre, tu réfléchis essentiellement là-dedans, là où la plupart des photographes qui font du noir et blanc, encore une fois, alors, le photographe aujourd'hui c'est très large parce que c'est devenu très accessible à tout le monde. Mais encore une fois, les gens pensent après coup et croient que parce qu'on peut rattraper une image après coup, ou la modifier après coup, ou la changer après coup, en l'occurrence, choisir sa pellicule après coup, on peut faire un peu ce qu'on veut, alors qu'en réalité, c'est au moment de la prise de vue. C'est peut-être ça la malédiction du numérique, en fait. Oui, peut-être. Après... moi, je connais aussi beaucoup de photographes qui ont la même approche que moi, qui pensent dès le début en noir et blanc, alors qu'on voit quand même, on voit en couleur, le monde est en couleur, nos viseurs sont en couleur. Enfin, maintenant, avec l'hybride, on peut mettre un petit viseur noir et blanc. Mais d'ailleurs, j'ai essayé ça assez récemment. C'est vrai que c'est sympa, mais je pense que les vrais photographes de noir et blanc n'ont pas besoin de voir en noir et blanc pour faire du noir et blanc. On pense notre shooting, on pense notre lumière, notre approche. Déjà, notre cerveau travaille en noir et blanc. Ouais, non, mais c'est même, si tu reprends à l'époque de l'argentique où justement tu devais anticiper et comprendre comment allait être ta photo, parce que maintenant on la voit dans le viseur, bien sûr. Directement telle qu'elle va être, donc ça facilite un petit peu les choses. Avant, tu devais l'avoir dans ta tête, en fait. C'est-à-dire que tu avais quelque chose devant toi qui n'était pas ce que tu allais avoir en résultat, et tu avais besoin de l'anticiper, de la construire. Ce qui est d'ailleurs un des trucs, j'ai acheté il y a quelque temps un petit X100V, la Fujifilm, avec un viseur optique, et je me rends compte, je pensais pas. Je pensais que je me servirais que du viseur numérique, et je me rends compte que je me sers pas du tout du viseur numérique. Et que revenir à un viseur optique, c'est assez rafraîchissant, en fait, parce que tu es obligé de réfléchir. C'est vrai. C'est ça que toi tu as, en fait, c'est la réflexion de ce que l'image va donner, alors que tu n'as pas, maintenant tu l'as dit, il y a des viseurs qui permettent de passer en noir et blanc, mais tu n'as pas, toi, cette vision de la photo finale directement dans ton viseur, a priori, au départ. Oui, parce que selon moi, on a besoin de voir la couleur pour faire un bon noir et blanc. Je l'ai appris avec le temps, mais il y a des... pour faire un bon noir et blanc, toutes les couleurs ne marchent pas. Ouais. Et en fait, il y a un vrai travail de couleur pour faire du noir et blanc. Alors, c'est un peu bizarre à dire, mais il y a des couleurs qui marchent pas du tout en noir et blanc. Donc, moi, je le vois dans le milieu de la mode, le stylisme a son importance, la couleur du stylisme a son importance. Tout ne marche pas. Un vert un peu pastel ou ce genre de choses, ou un bleu clair, ça marche pas en noir et blanc. Ça n'a pas de contraste, en fait. Ouais. Donc, on a besoin de penser la couleur, on a besoin de voir la couleur pour faire une excellente photo en noir et blanc, je pense. Et puis on oublie un peu fréquemment aujourd'hui aussi, parce qu'on peut tout faire dans Lightroom, mais à une époque, tu avais des filtres colorés que tu mettais devant ton objectif.
Tu fais encore ça ou pas ou c'est, J'ai essayé, oui, un filtre rouge par exemple. Ouais, bien sûr, ça rajoute du contraste, c'est vachement sympa. Après, c'est vrai que ça, moi, c'est mon métier, alors j'ai quand même besoin d'avoir un backup, c'est-à-dire que si mon noir et blanc plaît pas finalement, faut que je repasse en couleur, alors qu'avec un filtre rouge, je suis un peu. Oui, c'est un peu compliqué automatiquement. Mais du coup, aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre les filtres puisqu'on peut tout faire en post-production. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'à une époque, il y avait cet aspect-là. Bien sûr. Où effectivement, en fonction des couleurs que tu allais photographier, et c'était encore un truc en plus à gérer, mais ça illustre la réflexion. Moi, c'est ça que je trouve fascinant, en fait, c'est que pendant longtemps, le noir et blanc, ça a été une pensée après coup. C'est, oh tiens, j'ai un peu foiré ma mise au point, je vais la passer en noir et blanc parce que ça fera un peu vintage. Et ça, c'est terrible à dire, mais ça passe en fait en réalité. Parce que culturellement, on a plein de photos de cette période des années 70, des gens qui faisaient de la street, des gens qui faisaient des photos de famille, des choses comme ça. Oui, ils ont un peu foiré leur mise au point et la photo a ce charme un peu vintage. Et donc quand tu joues là-dessus, en fait, ça passe assez facilement. Donc pour moi, et je pense pour pas mal de gens, le noir et blanc, c'est beaucoup ça. Et c'est assez surprenant quand tu rencontres quelqu'un qui pense en noir et blanc, de voir en fait que tu es complètement à côté de la plaque. Je sais pas si je suis clair dans le... Ah si, oui, il y a de ça. Donc du coup, qu'est-ce qui fait un beau noir et blanc? Des très belles couleurs. Des très belles couleurs. Et, alors, une excellente lumière. Comment est-ce qu'on applique ça à la photo couleur? Comment est-ce que tu prends tout ce qui fait, parce que tu as malgré tout, même si tu es essentiellement dans le noir et blanc, tu as malgré tout quelques photos couleurs, on va y revenir un peu plus loin, elles sont plutôt très réussies. Comment est-ce que tu appliques, est-ce que le noir et blanc a une influence sur ta photo couleur? Et comment est-ce que tu transfères ta méthodologie, ta façon de penser sur de la photo couleur? Quand je travaille en couleur, il ne faut pas que la couleur ait trop d'impact sur l'image. C'est-à-dire que si quelqu'un qui n'a pas assisté au shoot ou tout ça voit ma photo et dit « Ah, il y a de belles couleurs », c'est que j'ai vraiment loupé ma photo. Il faut en fait, pour moi, une bonne couleur, c'est la même émotion qu'en noir et blanc, mais avec de la couleur. Donc c'est pour ça, en général, j'ai pas des couleurs très vives. Ça reste quand même assez... des couleurs assez ternes, des couleurs chères, pour que ça aille avec les teintes de la peau, ce genre de choses. Ou alors vraiment une couleur un peu forte qui va ressortir et c'est tout. Mais en fait, je pense que l'approche personnelle, enfin, je vais peut-être me faire des ennemis, mais un bon photographe de noir et blanc, je pense, va être relativement capable de faire un bon shooting couleur. Parce qu'il a une approche assez essentielle à la base et il va juste rajouter quelques couleurs après. Alors qu'un bon photographe couleur, en général, ça fait pas forcément un très bon photographe noir et blanc. Parce qu'il a tellement cette approche réelle avec plein de couleurs, avec ce genre de choses. En général, il en oublie l'essentiel et du coup, en noir et blanc, il se loupe parce qu'il a plus cette dominante colorée dont il a besoin pour que sa photo soit réussie. Donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, comme toi, tu fais du noir et blanc, tu rajoutes un élément en douceur, en fait, parce que tu t'y vas pas. Oui, c'est ça. Tu vas pas franco en mettant des couleurs de tous les côtés. Tu vas rester relativement monochrome. Oui. Mais effectivement, il y a la composante couleur qui est. En fait, c'est pas que tu fais de la couleur, c'est que tu fais du pas noir et blanc quelque part. C'est un peu ça. C'est bizarre à dire. C'est un peu ça. Mais la réalité, c'est que tu restes sur une photo de contraste. Dans laquelle tu rajoutes un élément de manière très modérée et très. En fait, c'est peut-être ça ok, je crois que je comprends en fait que tu rajoutes vraiment par petites touches jusqu'à ce que tu décides que ça va trop loin et là t'arrêtes en fait. C'est un peu l'idée. Ok, alors que quelqu'un qui fait de la photo couleur, il doit soustraire tellement de choses qui sont essentielles à sa photo que s'il n'a pas la base de la photo noir et blanc, sa photo ne peut pas marcher en fait. Ou alors c'est un hasard, un heureux hasard. C'est vraiment ça. C'est assez intéressant comme approche. Mais donc en gros, tu vois en contraste. Oui. Si je résume, que ça, en fait. Si je résume bien, c'est que ton approche, elle est essentiellement basée sur le contraste. Ce qui est une bonne approche aussi en couleur, parce que tu rajoutes une composante aussi, qui est le contraste. C'est quelque chose que je me surprends à faire de plus en plus ces derniers temps. C'est si je suis en train de pêcher une image en street, par exemple, ou dans un événement quelque part, je vais attendre que le sujet se mette pile à l'endroit où ça contraste bien. Ce que je faisais pas forcément avant. Avant, j'avais tendance à déclencher beaucoup, mais je retiens le contraste. On a commencé par le côté noir et blanc. Je me suis beaucoup arrêté dessus parce que c'est un petit peu ce qui m'a sauté aux yeux quand on a fait connaissance.
ça doit pas masquer le fait que tu es avant tout un très bon portraitiste et que si tu fais pas une bonne photo, le noir et blanc c'est juste un choix artistique, mais si ta photo elle est pas bonne, en noir et blanc elle sera pas meilleure forcément. Donc ton noir et blanc c'est un choix artistique, mais c'est un choix artistique qui est là pour sublimer la photo. Mais avant toute chose, il faut faire une bonne photo. Et le portrait, j'ai déjà dû le dire avant. Moi, c'est un vrai questionnement, le portrait pour moi. Je soupçonne, en réfléchissant un petit peu sur ma pratique, que je me suis un peu caché dans le reportage, dans le sens où dans le reportage, si la photo ne marche pas, tu as un élément hors de ton contrôle qui te permet de dire que c'est pas toi, c'est l'autre. Dans le portrait, tu n'as pas cette possibilité, parce que tu es en charge de la lumière, du choix des gens qui t'entourent, du choix du matériel, du choix des réglages. Tu as le temps de faire tes réglages, même si tu l'as dit, des fois il faut déclencher alors que tu n'es pas prêt. Et si ça ne marche pas, c'est pour toi. Il n'y a pas d'échappatoire. Si le maquillage était raté, c'est toi qui as choisi la maquilleuse et c'est toi qui as accepté le maquillage. Si la lumière est pas bonne, c'est toi qui as mis en place les lumières ou c'est toi qui as supervisé la mise en place des lumières. C'est pour toi. Donc les questions que je me pose, ça va essentiellement être qu'est-ce qui fait un bon portrait, mais je vais diviser la question en deux parties, qui sont ces deux parties ma manière de fonctionner. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut comprendre, dans un deuxième temps, il faut faire. Donc la première question à comprendre, c'est qu'est-ce qui fait un bon portrait pour toi ? C'est une alchimie, en fait. C'est un mélange de plein de choses, plein d'éléments qui sont à 90% contrôlés. Et il reste quand même sur chaque shooting un 10% de pas contrôlé, et c'est ça qui fait que ça marche ou pas. La magie est dans les 10%. Bah oui, vraiment, on peut moi j'en ai eu plein, des shootings où tout était contrôlé, tout était parfait, le make-up était parfait, le stylisme, la coiffure, la lumière, machin. Ça marche pas. C'est pas pourquoi ça marche pas. Alors ça agace, parce qu'on se dit mais tout est parfait, et ça marche pas. Et à l'inverse, d'autres shootings où parce que plein d'éléments, techniquement, on n'est pas prêt, et puis on sait pas pourquoi ça marche. Et en même temps, heureusement qu'il reste ça, parce que sinon je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps, parce qu'on s'ennuie. Donc il faut garder cette magie, mais bon, c'est vrai qu'il y a un travail technique conséquent. Enfin, moi j'ai passé beaucoup de temps à apprendre la photo tout seul. J'ai pas fait d'école. Je suis entièrement autodidacte. Je me suis formé avec YouTube, avec un peu de livres et ce genre de choses. Et il y a un travail technique gigantesque pour comprendre. Après, ce qui fait un bon portrait, c'est, je pense que ça s'apprend pas. En fait, c'est une approche humaine qu'on a ou pas. Il y a des photographes qui sont des bons portraitistes, d'autres pas du tout, et ils le seront jamais. Je suis assez fataliste sur la question, mais je suis persuadé qu'on devient pas un bon portraitiste. En fait, on est juste un bon portraitiste ou pas. Parce qu'on on a un contact facile ou pas. Ouais, mais il n'y a pas que le contact, parce qu'il y a des portraitistes qui sont absolument exécrables et imbuvables. Mais ils ont juste compris comment un visage fonctionnait, et ils ont juste compris que ça dépend pas juste d'avoir un modèle beau ou pas, parce qu'on fait parfois des très mauvais portraits avec des gens qui sont très beaux, et inversement. Donc c'est semble assorti plusieurs fois. Oui, mais bon, t'as des super modèles, donc super simple. Bah non, en fait, pas du tout. Donc voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, il y a des gens qui arrivent, d'autres non. Et t'as des gens qui savent voir la magie et la trouver, et pense, d'autres moins en fait, ou la créer même, parce qu'il y a des moments où t'as quand même une influence dessus. Oui, bah évidemment, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on rentre quand même d'une certaine mécanique, on se dit bon bah voilà, ça marche, telle lumière ça marche, telle ambiance ça marche. Et puis nous-mêmes, des fois, voilà, ça reste un travail, donc on a des clients derrière, on a une pression, il faut sortir du résultat. Donc voilà, des fois on prend les 3 petites recettes qui marchent bien et puis on les ressort. Il y a toujours cet effet waouh, mais il y a quand même, c'est un travail tellement gigantesque en amont pour comprendre qui sont les gens, comment sont formés les visages, et avoir cette approche quasi instinctive pour que la technique soit juste un détail sur un shooting. Aujourd'hui, la technique, je m'en occupe plus du tout, en fait. C'est plus du tout un élément important.
à force, oui, ça, on rentre dans une mécanique et on sait comment ça fonctionne. T'as dit un truc qui m'interpelle. Du coup, il y a l'anatomie du visage aussi qui joue pour toi. Ah bah oui, on photographie pas un visage avec des mâchoires ultra carrées type personne de l'Est qu'un visage très rond d'une personne qui est un peu forte, tout ce genre de choses. Enfin, on photographie pas une personne blanche comme une personne black. Enfin, il y a plein de choses en fait qui changent. Un visage ne ressemble pas du tout à un autre. Donc, ouais, clairement. Ça fait partie de la technique que tu as appris à évacuer quelque part. C'est-à-dire que tu le fais sans y penser. Oui. Et tu peux te focaliser sur le reste. Oui, mais ça ne s'apprend qu'en ayant photographié 100, 200, 300 personnes. Ça, on peut pas le savoir avant. On va y venir. Du coup, c'est quoi ton process en fait quand tu rentres sur un shoot? Alors mon process aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de process. C'est-à-dire que j'arrive, j'installe ma lumière, ou je fais installer ma lumière par un assistant. Ma maquilleuse, je lui parle même plus parce que ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. Normalement, elle a compris. Voilà, elle sait précisément ce qu'il faut faire. Et en fait, voilà, ça tourne tout seul parce que, voilà, au bout d'un moment, on sait faire, donc ça tourne. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'était mon process avant. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu être un excellent technicien avant d'être un excellent photographe. Tout le monde a ce biais. Oui, mais il y en a beaucoup qui restent dedans. Ouais. Et qui, même après 40 ans, n'arrivent toujours pas à s'en détacher. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on devient vraiment un photographe pur. Aujourd'hui, pour moi, le vrai photographe, c'est celui qui a fait cette bascule, qui a quitté la technique, et que quand on discute, on parle plus technique, on parle plus matos, parce qu'en fait, on s'en fiche. C'est plus le sujet. Mais avant, j'étais comme ça, parce que la technique, ça rassure. Et c'est pour ça qu'on voit dans le milieu de photographes amateurs qui sont très attachés à la technique, parce que ça rassure. On se dit qu'une bonne photo, c'est qu'une bonne règle des tiers, une bonne expo. Tu vois, on parle de ça, on reparle du concours, où moi j'ai jugé pas la technique. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été un peu dur sur les jugements. J'ai peu jugé la technique finalement, et j'ai compris après coup, et Eric m'a expliqué après coup ça, que les notes, les 6, donc la fameuse note éliminatoire, en fait c'est pas une photo qui est pas réussie sur la partie artistique, c'est une photo foirée techniquement. Et en fait c'est vrai que dans les clubs amateurs, ils sont très très attachés à ça. Bien sûr. Et moi je me bats contre ça. Des clubs photos, j'en ai rencontré vraiment beaucoup. Je travaillais dans un labo d'impression avant, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'aller à la rencontre des clubs. Je me suis déplacé, je suis allé dans je sais pas, une quarantaine, une cinquantaine de clubs en Ile-de-France. Donc j'ai vu comment ça fonctionnait. Et oui, en fait, c'est des techniciens. Il y a des très, très bons techniciens, des moins bons techniciens. Ceux qui sont considérés comme les cadors du club, c'est les gros techniciens. Mais c'est pas nécessairement les meilleurs photographes, en fait. Mais voilà, ça rassure. Et moi, j'essaye de me battre là-dessus. J'essaie de dire souvent aux présidents des clubs, mais au lieu de passer des mois et des mois, voire des années sur des cours techniques, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas apprendre aux photographes amateurs à juste en fait s'en défaire, parce que c'est bon, ils ont compris ce que c'était que des ISO. Voilà, on va lâcher tout ça et puis on va commencer à faire de la photo. Même la règle, on reprend l'image dont je parlais en introduction, là, qui m'a filé mal à la tête. Il est resté scotché à la règle des tiers. Ouais. Et c'est ça qui tue son image en fait. Bah oui, mais ça rassure. Ouais. Parce qu'on se dit, techniquement, j'ai suivi le process, parce qu'on m'a dit qu'une bonne photo, c'était une bonne règle des tiers, une bonne exposition, un beau taux de contraste. Et moi, qui ai des noirs et blancs très contrastés, j'avais des photographes pro ou amateurs, très techniciens dans l'âme, qui me disaient « Oh là là, mais tes noirs sont complètement bouchés ». Oui, et donc, je veux dire, on s'en fiche, quoi. Je vais répondre à ce que je réponds à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose sur un choix comme ça. Je dis, c'est de l'art, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. C'est ça, ouais. Et c'est le problème en fait de la technique, c'est que la technique, si tu restes focalisé dessus, il y a une bonne et une mauvaise manière de faire, mais l'art, non. L'art, c'est ce qui te parle, et je vais même te dire, je crois que c'est plutôt bon signe que quelqu'un n'aime pas ce que tu fais. Tu fais. Ça c'est clair. J'ai tendance à considérer de plus en plus que si tout le monde t'encense et te dit que c'est super, c'est qu'il y a peut-être une question à se poser justement, et que quand quelqu'un n'aime pas ce que tu fais, justement c'est peut-être le moment de se dire ça y est, je crois que j'ai trouvé ma voie. Oui, c'est clair, bien sûr. Oui.
Enfin, je valide à 100%. Donc, du coup, on te parlait de tes ombres bouchées, pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, juste, je comprenais même pas pourquoi cette intervention, quoi. Enfin, mes ombres sont bouchées, oui. Ok. Ça te fait quelque chose la photo? Tu trouves ça? Ah oui, c'est très beau. Oui, il se passe vraiment quelque chose. D'accord. Et donc les noirs, on s'en fiche finalement. Enfin, c'est pas un sujet, quoi. La photo marche en fait. La photo marche tout court. Ouais, d'accord. La question suivante, c'est par rapport à tes modèles, justement. Est-ce que tu les diriges et comment tu les diriges, si c'est le cas? Alors, quand j'ai commencé la photo, moi, ce qui me rassurait, c'était de prendre des modèles qui n'étaient pas modèles, parce que je pouvais avoir cette maîtrise, essayer plein de choses, parce qu'une personne dont c'est pas le métier ne va avoir aucun automatisme, et du coup va se laisser guider, et ça laisse le temps de voir ce qui fonctionne et de voir ce qui fonctionne pas. Après, quand on avance, on se rend compte que travailler avec des modèles dont c'est le métier, c'est un vrai plus, parce qu'il faut pas croire, mais il y a des modèles qui nous apprennent des choses en tant que photographe. Enfin, en fait, j'en ai plein, hein, mais il y a plein de personnes qui m'ont appris à photographier parce que un bon modèle, en fait, connaît la lumière, connaît comment ça fonctionne. Et ça, on en parle peu, on le sous-estime. Mais les mannequins de métier connaissent en fait tout ce qu'on fait nous et savent en plus, face à l'appareil photo, l'utiliser et ça marche, quoi. Donc oui, il y a des modèles qui arrivent à nous apprendre des choses. Mais donc la question de base, c'était savoir... La question de base, c'était comment tu les diriges, en fait. Comment je les dirige? En fait... je les dirige pas tant que ça. C'est-à-dire que je les installe dans une première position, une première attitude, et puis c'est parti. Et puis on voit. Je donne une base. Quand ils sont expérimentés, ce qui est littéralement le mot, en fait, ils ont fait les mêmes expériences que toi, tu as fait côté photo, en fait, côté mannequin. Donc ils savent ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Ouais, bien sûr. Et du coup, vous gagnez du temps, quelque part. On gagne énormément de temps. Travailler avec un mannequin professionnel, c'est un gain de temps extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on devient juste des clickers, quoi. On fait clac, 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 ça marche tout seul. À chaque photo, on a une pose différente. Et ça, pendant 100 photos, c'est un truc de dingue, quoi. Et du coup, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui n'est pas professionnel, comment tu... C'est génial. C'est génial parce qu'en fait, il y a cette innocence, il y a cette naïveté du modèle qui ne sait pas ce que ça va donner. Et du coup, qui va faire des choses qui marchent pas nécessairement jusqu'à ce que la personne fasse un truc qui marche vachement bien. Et c'est ça, hein, c'est 10% dont je parlais. Ouais, elle est là, en fait. Elle est là-dedans. Parce qu'à un moment, le modèle, je sais pas, il y a la maquilleuse qui va l'appeler, le modèle va tourner la tête, et puis je vais dire, ah, mais il y a un truc de dingue. Et là, c'est notre job à nous, en tant que photographe, de venir capter ça, et de le faire recommencer, et de le développer pour avoir... Et de garder l'œil dans le viseur en permanence, parce que combien de photos tu peux rater parce que tu as baissé l'appareil. C'est vrai. Hier, on a fait une sortie photo avec un ami, et on s'est rendu compte, en fait, que fréquemment, tu te balades dans la rue, on parle... Et en fait, à chaque fois qu'on baissait l'appareil, il se passait quelque chose. Bah oui, mais bien sûr. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'est pas à chaque fois qu'on baissait l'appareil, il se passait quelque chose. C'est qu'en fait, il se passe tout le temps quelque chose. Et que quand tu baisses ton appareil, tu n'es juste pas en position de le capter. Par contre, tu le vois. Comme en plus, tu n'as pas le viseur, tu as une vision beaucoup plus large. Donc, tu vois beaucoup plus de choses. Et toutes ces choses que tu aurais pu capter, tu les vois de très très près. Et tu sais que tu n'as pas le temps de lever le viseur. Mais du coup, c'est important de garder l'œil... c'est marrant ce que tu dis parce qu'on m'a fait souvent la remarque très souvent quand je photographie, j'ai mon œil ouvert dans le viseur, mais mon œil de gauche est toujours à moitié ouvert pour voir quand même au cas où. Alors c'est pas tout le monde, je connais, c'est Annie Gozard qui avait parlé de ça justement, qui disait qu'elle gardait l'œil ouvert aussi. C'est pas tout le monde, c'est pas simple. Ah non, c'est à moitié ouvert en fait. C'est juste, on a quand même, notre cerveau est concentré sur le viseur, mais on a toujours un œil attentif sur ce qui se passe autour. T'as quand même une quantité d'informations à gérer quand tu fais ça, parce que t'as un œil qui est focalisé, un œil qui est généraliste. Et du coup, arriver à trouver... Mais c'est une bonne manière de faire, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'aime bien le petit X100V par rapport à mes XT5 de travail. C'est que du coup, il n'est pas devant le deuxième œil, et que tu peux garder les deux yeux ouverts aussi. Sûr. Et puis bon, le viseur optique te permet de voir un petit peu plus large aussi sur le format rangefinder. Mais c'est vrai que de voir un peu plus large... C'est bien. Après, il y a la méthode Karl Lagerfeld qui photographiait. Lui, il avait carrément son appareil à côté de lui avec un déclencheur dans la main. Et il faisait les photos à l'œil en fait. Enfin, il n'avait jamais sa tête dans le viseur. Il travaillait avec Phase One ou Hasselblad, enfin des trucs tellement pixelisés qu'il pouvait recadrer comme il voulait.
Et voilà, il déclenchait comme ça avec le pouce. Il avait son petit déclencheur dans la main et je crois que c'est la meilleure des manières en fait. C'est de même plus avoir d'appareil photo. Je connais pas trop ses photos à Karl Lagerfeld. Il a fait des bons trucs. Ouais, il a fait des bons trucs. D'accord. En même temps, c'était quand même un génie, ce mec-là. Ouais, oui, c'était un génie de tout, mais le truc en fait, c'est que génie de tout, spécialiste de rien. Lui, il était quand même spécialiste de tout, quoi. D'accord. Moi, c'était Michael Jordan qui est 90% partout, nulle part à 100%, mais partout à 90%, et du coup, ça fait le meilleur joueur du monde, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Non, Karl Lagerfeld, c'était un mec étonnant. Tu as pas rencontré si? Non, j'aurais bien aimé. C'est le grand malheur de ma vie. Quand j'ai appris qu'il était décédé, je me suis dit, j'ai vraiment loupé un truc. Il avait pas d'âge, en fait. Moi, j'ai été très surpris d'apprendre son âge quand il est décédé. Ah oui. Parce que jamais j'aurais pensé ça. C'était vraiment le type qui était là depuis toujours, qui t'avais l'impression qu'il serait tout le temps là. Et c'est vrai que le jour où il est disparu et qu'on te dit qu'il devait avoir dans les 80 ans quand il est décédé, je me suis dit, mais attends, lui, il avait 80 ans. Ouais. Et c'est assez étonnant. Alors qu'en fait, quand tu regardes bien, tu vois qu'il a 80 ans, mais en fait, c'est clair. Il donnait bien le change. On va continuer sur le questionnement, donc la meilleure manière de progresser en portrait. Moi, la deuxième chose, donc la première chose, c'est de comprendre. La deuxième chose, c'est de pratiquer. J'ai une phrase en ce moment qui me revient beaucoup, qui est que, alors c'est la vraie version de fake it till you make it. Tu sais, quand on te dit fais semblant, tu vas y arriver, machin et tout, c'est pas fait semblant en n'ayant aucune capacité de faire les choses et puis ça va finir par marcher. C'est qu'en fait, t'as pas de contrôle sur tes pensées, t'as pas de contrôle sur tes émotions, t'as un contrôle que sur tes actions. Et en fait, c'est l'action qui entraîne les pensées qui entraînent l'émotion. Je ne sais pas si c'est clair la manière dont je l'explique. Mais en fait, des trois, tu ne peux contrôler que l'action. Et pour te sentir légitime, le fameux fake it till you make it, il faut faire jusqu'à ce que ça fonctionne. Faire en ayant quand même un minimum de capacité de faire. Mais en tout cas, c'est l'action. À part se lancer, c'est quoi la bonne action pour progresser en portrait? C'est la seule chose qu'on peut maîtriser quasiment à 100%, c'est la lumière. Donc je pense qu'il faut travailler encore et encore sa technique pour savoir vraiment s'en défaire plus tard. Après, sur le facteur humain, je pense qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'école pour ça en fait. C'est juste on l'a ou on l'a pas. Mais en fait, l'image, c'est un milieu qu'on théorise beaucoup, sur lequel on se pose beaucoup de questions, surtout aujourd'hui, où l'image a une place juste essentielle dans nos vies, que ce soit avec la pub et ce genre de choses. Mais en fait, c'est partout pareil. Enfin, il y a des gens qui sont des très bons commerçants, d'autres non. Il y a des gens qui sont des bons acteurs, d'autres non. Et c'est comme ça, en fait. C'est juste... Tu ne penses pas qu'on peut progresser, justement, dans le domaine ? Je pense qu'on peut progresser, ça c'est sûr. Mais au bout d'un moment, on va se heurter à un mur où on n'ira pas plus loin. Et j'en connais plein. Alors je sais pas où je suis. Enfin, moi, c'est pas présomptueux de dire ça. Hein, c'est juste une observation générale. Je connais plein de photographes qui sont bons, très bons, mais qui n'ont jamais été et qui, je pense, ne seront jamais excellents parce qu'ils n'ont pas le truc. Et d'autres, je connais des photographes qui sont une quiche techniquement, mais alors ils me sortent des merveilles, c'est un truc de dingue, quoi. D'accord. Donc je pense que voilà, en fait, mais il faut l'accepter. Après, il y a des demandes aussi pour des gens comme ça, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a des portraitistes qui sont essentiellement des techniciens, et il y a des clients pour ça. Bien sûr. C'est aussi ça, c'est à des gens genre la clientèle corporate, par exemple. Voilà, parfait, qui a besoin d'un truc très carré, très normé, très dans le truc. Et c'était Gilles Vautier, je crois, qui racontait cette histoire-là. Il la raconte dans son épisode de podcast. Il raconte le moment où il fait un portrait de chef d'entreprise. Et il lui dit je voudrais que vous raccrochiez à un souvenir d'enfance. Et donc, il l'emmène en fait dans un souvenir d'enfance, et la personne de l'entreprise qui gère le shoot leur prend de voler directement. Ils disent, mais attendez, on parle pas comme ça à un directeur d'entreprise et tout. Et en fait, le directeur vient le voir à la fin, et il lui dit, donc il a eu un très beau portrait, il était très content de ce qu'il a eu, et le directeur vient le voir à la fin, il lui dit, je vous remercie parce que je me suis replongé dans mon enfance, j'ai ressenti la tarte aux pêches ou à je sais pas quoi que faisait ma maman, et j'avais l'odeur et même le goût.
Et tu vois, tu parles du portrait corporate qui est hyper normé. Lui, il est allé complètement à l'opposé de ça. C'est marrant, je comprends maintenant cette histoire. Tu vois, il est allé complètement à l'opposé de ça et il est allé plus dans une veine artistique, dans un truc qui était censé être hyper normé. C'est pour ça qu'il se fait reprendre de voler au moment où il le fait. Bien sûr. C'est ce que fait Harcourt. Hein. Ouais. Moi, je bosse encore avec le studio Harcourt. Pendant 2 ans, j'y étais vraiment très régulièrement. Et j'ai assisté à plein de shoots au studio. Et c'est leur technique, en fait. Enfin, ils font ça. Le souvenir d'enfance, le plus beau voyage avec leur femme, enfin des trucs comme ça. Moi, c'est des choses que je pratique pas parce que j'ai jamais compris pourquoi on avait besoin de passer par là pour obtenir une émotion ou quelque chose. Mais bon, ça c'est peut-être justement les gens qui savent pas forcément comment obtenir une émotion, qui ont besoin d'une technique. Peut-être, mais je trouve ça bizarre de mettre une technique sur une émotion, quoi. Ça peut fonctionner. En fait, le truc, c'est que je crois que tu peux tout faire fonctionner avec des techniques. Ouais, mais il y a une limite quand même, selon moi. Non, mais j'appellerais pas ça une limite. Il y a un plafond de verre, en fait, qui est la différence entre quelqu'un qui va faire ça et le faire très bien et Annie Leibovitz. Oui. Voilà. Qui est, elle n'a pas besoin de ça parce que je pense que c'est tellement ancré en elle et qui elle est au départ et que toute la technique du monde ne te permettra pas d'arriver à ce stade d'empathie. Il y a des gens qui sont naturellement ultra empathiques, il y a des gens qui le sont naturellement beaucoup moins. C'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est des manières d'être différentes et c'est des résultats différents. Effectivement, tu as des gens qui vont aller très très techniques et ça va fonctionner avec une certaine clientèle. Tu as des gens qui vont aller que dans l'émotion et ça va fonctionner avec un certain autre type de clientèle. Bien sûr. Et, mais je pense qu'il y a toujours cette recherche de raccourci, en fait, non ? Oui, c'est ça, c'est l'émotion facile, en fait. Ouais. L'émotion fast-food. L'émotion fast-food qu'on a au cinéma aujourd'hui. Enfin, voilà. On surconsomme l'émotion un peu partout, c'est dommage. Parce que, très honnêtement, moi, je me retrouve dans aucun photographe actuel. Alors il y a des photographes actuels qui sont pas encore partis, mais qui en fait ont fait leur carrière dans les années 80 et qui ils perpétuent encore ça. Mais aujourd'hui, le nouveau photographe de 25-30 ans qui arrive sur le marché, on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait il y a 30 ans ou 40 ans. Et je comprends pas pourquoi. Mais il suffit juste de regarder autour de nous et on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, c'est l'émotion fast-food, c'est vraiment ça. C'est dommage. Et c'est selon moi pourquoi Harcourt aujourd'hui a du mal à garder sa place. C'est quand même un studio emblématique. Et quand je discute avec des personnes de ma génération, quand je leur parle du studio Harcourt, une fois sur deux, ils connaissent pas. Alors que on dit ça à nos parents, grands-parents, le studio Harcourt, c'est mythique, tous les acteurs sont passés par là. Et quand ils connaissent, ils me disent c'est quand même vachement has-been Harcourt, hein, c'est vieux quoi. Non. Et alors que c'est une institution en France, le studio Harcourt. Mais je pense qu'on n'arrive plus aujourd'hui, on surconsomme tellement de la photo avec des selfies et des trucs comme ça que... C'est ce que j'allais dire, tu parlais des années 80-90, c'est quand même l'âge d'or où c'était pas accessible à tout le monde et surtout, tu pouvais faire des photos, mais pour les partager, il fallait un sacré chemin. Ah oui, c'est clair. Parce que tu n'avais pas accès aux magazines, donc au pire, tu faisais un petit zine, mais bon, à faire imprimer à l'époque des magazines et des choses comme ça, c'était quand même compliqué. Je crois que Blurb, ça doit être fin des années 2000, de la décennie 2000. C'est possible. Tout ce genre de trucs qui facilitait énormément l'impression de livres. Mais avant, c'était quand même complexe, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà du fait que le fait de faire est facilité, c'est le fait de partager qui est hyper facilité. C'est que il y en a de tous les côtés. Moi, je fais une overdose d'Instagram assez fréquemment et j'arrête pas de me dire qu'un jour, je vais effacer tout le monde de ma liste et recommencer à zéro en vraiment étant ultra sélectif, quoi. Ce qui est hyper complexe, en fait, en vrai. Oui. Moi, c'est marrant, je suis dans la même vague en ce moment. J'ai essayé de faire un tri et on se rend compte en effet qu'on supprime pas grand monde. Je crois que c'est une lame de fond. D'une manière générale, je crois que la plupart des gens commencent à en avoir vraiment marre, en fait. Oui, mais on commence à avoir fait le tour des réseaux sociaux et tout ça. Il y a eu quoi ? Il y a eu 10 ans vraiment de mode intense. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait,
On le voit, même d'un point de vue algorithmique, c'est la vidéo qui passe en priorité. Déjà, la photo a beaucoup moins de place. Alors, est-ce que les photographes doivent devenir des vidéastes pour continuer leur carrière ? Il vaut mieux rester là où il y aura peut-être un peu moins de monde à l'avenir. Ouais, parce je pense que aussi, ça va écrémer un petit peu de notre côté. Et on n'aura peut-être pas le même marché, mais il n'y aura pas non plus la même concurrence, quoi. C'est vrai. On aura, je pense aussi. Mais voilà, la photo, quand même, s'essouffle de plus en plus. Les laboratoires d'impression vont mal parce qu'on n'imprime plus. Les magazines coûtent cher. Ouais, mais c'est vrai. Et puis, le papier coûte une fortune, en effet. Il y a les magazines qui vont mal aussi. Ouais. Enfin, les magazines qui subsistent encore aujourd'hui, c'est les gros, quoi. Ouais. Les petits magazines, ils tombent. Donc oui, la photo va pas très très bien. Mais c'est peut-être un peu la faute des réseaux sociaux. Mais de toute façon, on y serait arrivé un jour ou l'autre. Ouais. Non, de toute façon, c'est une évolution d'une manière générale. Puis tu vois, l'intelligence artificielle, là, il y a un nouveau grand jeu. On est en plein dans les grèves et les choses comme ça. Et tu vois des photos de Macron générées par intelligence artificielle en train de faire plein de conneries. Bien sûr. Et c'est effrayant, c'est bluffant. C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite à ce que tu veux exprimer. En fait, là, la photo, tu as quand même besoin d'avoir les éléments devant toi pour exprimer un message. Aujourd'hui, tu peux générer absolument n'importe quoi. J'ai vu une photo de Macron qui roule une pelle à Macron, quoi. c'est quand même. Enfin, il n'y a plus de limite. Et effectivement, je sais plus quoi en penser à un certain stade. Oui, je pense qu'il faut l'accepter parce que de toute façon, c'est une évolution logique et c'est pas nous, juste petits photographes, qui allons réussir à. Ouais. Non, mais nous, on peut faire nos petites choses dans notre petit coin et puis essayer de toucher un peu de personnes. Et c'est vrai que le tirage moyen des bouquins, je crois que ça va être 500 exemplaires en photo. En premier, en premier livre. Et la plupart ne dépassent jamais ça. Et en fait, du coup, il y a aussi un côté rareté qui n'est pas désagréable, en fait, au final. C'est clair. Le côté un peu initié. Toujours dans le côté pratiqué de la photo, comment tu trouves des opportunités de faire des portraits ? Parce que tu disais au départ, tu fonctionnais avec des gens qui n'étaient pas forcément pros. Mais bon, même ces gens-là, c'est pas forcément simple de les trouver. Oui, alors en fait, ça n'a jamais vraiment été un souci de mon côté. Moi, quand j'ai démarré la photo, j'ai fait 3 shootings, histoire de me dire que c'était fait pour moi. Et à la fin du 3e shooting, j'ai fait voilà, ça m'ennuie, va falloir que je fasse quelque chose de mes images. Donc je vais monter ma première exposition. Et je me suis embarqué dans un an et demi de projet. Au début, on était 2, et puis 3, puis 4, et puis sur nos plus gros shootings, on a fini à 20. Et en fait, c'est beaucoup de rencontres. Après, voilà, on parlait des réseaux sociaux, on a quand même un outil formidable qui nous permet de rencontrer à peu près le monde entier. Donc quand on est photographe, moi quand j'ai commencé la photo en 2016, de mémoire, 2016, 2017, 2018, ces années-là, c'était assez simple parce que les gens étaient assez ouverts à la question. Il y avait plein de magazines qui émergeaient, alors qui payaient pas forcément, mais qui nous permettaient de rencontrer une maquilleuse, un styliste, ce genre de choses qui nous donnaient des opportunités. Et puis les gens acceptaient de travailler à peu près gratuitement pour augmenter leur portfolio. Ouais. Et du coup, ça a été magique cette époque parce que, alors, on gagnait pas grand-chose, mais on rencontrait un nombre de personnes, c'était affolant. À chaque shooting, j'avais des modèles différents. Alors, côté équipe technique, moi j'ai toujours été très fidèle, donc il y a des gens avec qui je travaille depuis 6-7 ans, ça n'a pas bougé. Mais voilà, c'était quand même l'âge d'or pour essayer, pour développer sa créativité, c'était extraordinaire. Et après, les gens en ont eu marre parce qu'il fallait quand même payer leur loyer. Donc ils se sont dit les collabs c'est bien mignon, mais ça paye pas le loyer. Voilà, je proposais à mon propriétaire une collab. Exactement, c'est exactement ça. Mais bon, ils avaient des beaux portfolios, mais ils avaient toujours pas gagné un centime. Et puis voilà, l'argent est revenu dans le système et du coup, il y a des gens qui étaient accessibles un an avant qui l'étaient plus du tout un an après. Mais comme j'avais profité de cette vague pour me constituer un portfolio énorme et rencontrer beaucoup de monde, après le monde appelle le monde. Ouais. Donc quand on a une personne, on en a une deuxième qui nous en a une troisième et puis voilà, c'est exponentiel. Mais quelque part, ce qui t'a lancé, c'est d'avoir un but en fait. Ah oui, mais c'est pour moi, c'est essentiel en fait. Hein. Je le dis à beaucoup de photographes, je leur dis mais c'est quoi votre but ? Et il n'y en a pas. Ouais, souvent. C'est ne pas avoir un objectif, pas avoir...
quelque chose au bout, alors que ce soit un travail payé ou que ce soit une expo, que ce soit Finalité, c'est important. finalité. J'avais eu ça il y a quelques temps. J'avais un pote que j'avais croisé, un type qui avait une 50aine d'années, avec une belle bagnole et tout. Je lui dis, viens, on fait des photos avec ta bagnole et tout, truc. Il m'a dit, mais pourquoi faire? Et j'ai regardé comme ça. Il me dit, c'est quoi le. J'ai dit, j'aimerais bien faire des photos comme ça et tout. Il me dit, c'est quoi le but? Je sais pas, t'as une belle gueule, t'as une belle voiture, on fait un truc, genre les mecs. Mais non, il faut que t'aies un truc beaucoup plus défini. Et en fait, tu réalises que t'as envie de faire une photo cool, tu sais pas pourquoi. Et en fait, t'as juste envie d'être cool. T'as envie d'être le mec qui a fait la photo cool, qu'on trouve cool, parce que voilà. C'est exactement ça. En fait, comme t'as pas réfléchi ton sujet, déjà, t'arrives pas à le vendre. Si t'arrives à le vendre, t'auras un truc très médiocre au final. Mais c'est important. Le but, et c'est quelque chose. On aborde pas mal de choses assez différentes aujourd'hui, en fait. Oui, c'est vrai. De sortir de la technique à faire quelque chose qui a une finalité, c'est quand même important, quoi. Moi, j'en ai vu plein, que ce soit des photographes amateurs ou professionnels, dès qu'ils se lancent dans un projet, ne serait-ce que d'une série ou d'une exposition ou d'un livre ou quelque chose, tout d'un coup, il y a une effervescence, il y a un truc qui fonctionne. Ils ont tout d'un coup plein d'opportunités. Bah oui, forcément, parce que le truc, il est construit. Même ils font faire des petits dossiers de presse, des trucs comme ça, et du coup ça rend le projet vachement sérieux, pris au sérieux, et surtout aujourd'hui où l'image, on déborde d'image, quoi. Donc avoir quelqu'un qui a un objectif, un but, qui annonce une finalité dans 6 mois, 1 an, c'est vachement bien, quoi. Donc quelque chose de pitchable, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Si t'arrives pas à faire un pitch, c'est que t'as pas assez réfléchi c'est ça. la chose. On finit toujours la partie interview en parlant d'une photo. Dans ton cas, on va parler d'une série photo qui est Fake Advertising. Fake Advertising, alors je vais mettre le lien dans l'article qui accompagne l'épisode. Je suggère aux auditeurs d'aller voir. Je vous préviens que c'est des images assez fortes. J'ai noté même un peu violentes. Je pense que c'est pas une mauvaise manière de les décrire. Il y a un message derrière. J'aimerais bien que tu nous parles de cette série photo, du message qui va derrière, du pourquoi elles sont en couleur alors que ton travail est essentiellement noir et blanc et tu as choisi pour cette série-là qui est, elle a un rôle, elle a une place assez forte dans ton portfolio. Quand on va sur ton site, elle a une page à elle et elle est mise en avant. Mais j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu tout ça, comment elle s'est construite. Et pourquoi, et quel est le message derrière? Alors en fait, moi à force de bosser, j'ai eu l'occasion de me rapprocher du milieu de la santé, laboratoire pharmaceutique et tout ça, qui ont commencé à vouloir travailler avec moi sur des projets pour une maladie, une cause, enfin ce genre de choses. Enfin, je dis laboratoire, mais il y a aussi des assos et ce genre de choses. Et le milieu de la santé a commencé à m'intéresser vraiment quand j'ai travaillé avec le laboratoire Merck qui m'a fait bosser sur un projet qui liait la maternité et la sclérose en plaques, pour dire que les femmes atteintes de sclérose en plaques pouvaient avoir un enfant et qu'il ne fallait pas qu'elles s'en empêchent. Et alors au-delà du fait que c'était un projet très intéressant, il y a eu un livre, une exposition, tout ça, et ça continue encore aujourd'hui alors que le projet est fini depuis 2 ou 3 ans. Je me suis dit le milieu de la santé est très intéressant parce que, alors côté empathie, là je crois qu'on a poussé les curseurs à 10 000%. Côté artistique, j'avais eu la chance d'avoir un labo pharmaceutique qui m'a quasiment donné carte blanche. Donc ça c'était quand même génial. Et puis je me suis dit c'est bien, mais en France, parce qu'on est un peuple comme ça, c'est quand même toujours très édulcoré, quoi. C'est toujours très gentil. Moi, je suis toujours effaré de voir que les pubs pour le cancer du sein ou le sida, enfin le cancer du sein par exemple, c'est une femme chauve qui a la main sur son sein avec un petit ruban rose qui est en train de se marrer. Enfin non, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas représentatif de la réalité. Absolument pas. Et du coup, moi, j'ai connu, je connais encore aujourd'hui la maladie dans mon entourage très proche, pathologie lourde. Donc je sais ce que c'est, le réel. Alors oui, il y a des messages d'espoir à donner, mais parfois il faut aussi montrer la réalité. Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au travail étranger
Et puis alors on regarde en Angleterre, on regarde au Canada, et puis là on se dit que leur communication santé n'est pas du tout la même. C'est une communication qui fait mal, qui attaque, alors qui attaque sur des sujets où on peut attaquer, hein, évidemment, on va pas reprocher à quelqu'un d'avoir un cancer du sein, mais par exemple, ils attaquent sur des sujets comme la malnutrition, enfin la malbouffe, comme la cigarette. Il y a je me souviens plus de son nom, il faudra regarder sur internet, mais il y a une femme au Canada qui fumait 1 ou 2 paquets par jour, qui s'est chopé un cancer des poumons et qui a décidé de se faire suivre par un photographe jusqu'au dernier moment, mais vraiment, vraiment jusqu'au dernier moment. Et ensuite, il y a les photos d'elle sur son lit de mort qui ont été placardées dans les rues. On a envie d'arrêter de fumer, hein. Ça dissuade, quoi. Et je me suis intéressé à ça et je me suis dit mais pourquoi on fait pas ça en France ? On fait pas ça en France parce que ça choque, parce qu'en France on a encore cette mentalité un peu fermée de se dire oulala non je veux pas trop voir. Moi ça m'a toujours fait rire, hein, ce qu'on a sur les paquets de cigarettes. Je veux dire c'est pas ça qui nous fait arrêter de fumer, quoi. Et donc je me suis dit lance-toi, fais une fausse pub. Parce que tu sais pertinemment que ça va pas finir dans la rue. Mais fais une fausse pub sur des sujets un peu lourds et montre-les de manière un peu lourde parce que c'est lourd. Alors c'est en couleur, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui la communication dans la rue elle est quand même globalement en couleur pour attraper l'œil, mais c'est quand même une couleur assez terne, hein, voilà. Et je me suis dit vas-y, fais un truc un peu violent. Et en fait, c'était le projet le plus fluide de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai posé une lumière et j'ai eu le sentiment, pour la première fois, qu'il n'y avait pas ces 90%, mais il y avait ces 100% de maîtrise. Je voulais ça, j'ai eu ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait ça sur 2 jours. Et ça a marché, mais du départ jusqu'à la fin, ça fonctionnait. Toutes les photos ont été faites en 2 jours. Ouais. Franchement, j'ai l'impression que ça aurait pu prendre plus de temps. Non, équipe de 5 personnes et puis un modèle différent par photo, il y en a 7 ou 8 je crois. Et voilà, 2 jours. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai qu'elle sort un peu du cadre de ce que tu fais par ailleurs, parce qu'on peut parler de New Humans, on peut parler des portraits, on peut parler de plein de choses. Celle-là, clairement, tu lui donnes une place à part et elle ressort énormément et c'est important de savoir. Alors, je vous préviens juste, les auditeurs, si vous allez voir que c'est des images qui sont faites pour choquer. Oui, c'est marquant. Et que donc, vous pouvez être choqué en allant les voir. Donc voilà, allez-y en étant prévenu. Mais par contre, je pense que ça vaut le coup d'œil d'aller voir ça. On arrive à la conclusion de l'épisode. La première question de la conclusion, c'est quel est le pire moment de ta carrière ? Le pire moment de ma carrière, je pense qu'il est maintenant. Ah ouais ? C'est assez bizarre, mais c'est maintenant parce que je me suis fixé des objectifs quand j'avais 16 ans que j'ai démarré la photo. Je me suis fixé des objectifs que j'ai atteints. Et je crois que je les ai atteints un peu trop vite. Et du coup, aujourd'hui, je fais un petit pas en arrière en me disant t'as fait tout ce que tu voulais faire, t'as obtenu tout ce que tu voulais avoir, donc maintenant, tu fais quoi ? Faut te trouver un nouveau but. Ouais, mais c'est pas simple quand on a eu tous les buts qu'on voulait atteindre avant. Il faut en trouver des beaucoup plus ambitieux. Oui, de toute façon, il n'y a pas de limite à l'ambition, c'est sûr, mais peut-être que... je sais pas, je me questionne en ce moment. Peut-être que j'ai envie d'élargir un peu mon spectre, faire d'autres choses. Peut-être aussi avoir un regard peut-être un petit peu plus journalistique sur la question de la photographie. Que la photographie soit plus juste la seule chose, peut-être écrire un petit peu à côté. Enfin voilà, je me questionne en ce moment. Mais je crois que c'est mon pire moment parce que j'ai jamais été confronté à ça en fait. Tu sais pas où tu vas en fait. Je sais moins où je vais. D'accord. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir un but en fait, et c'est vrai que c'est hyper important et que on peut se perdre. Après, tu pourrais tout à fait poursuivre dans le commercial, dans la même voie pendant longtemps et gagner plein de sous. Mais est-ce que c'est ce que tu veux réellement, quoi ? Pas du tout. Non, ça m'intéresse pas. Et c'est marrant cette histoire de but parce que il y a plein de photographes qui ont des projets, des expos que je suis pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et je leur dis, tu verras, après, tu auras la dépression post-projet. C'est pas la dépression post-partum, mais c'est la dépression post-projet. Et en fait, mais elle est là, mais à chaque fois, quoi. C'est après les projets, les gens, lors de leur vernissage, les quelques mois où suit l'exposition, ils sont comme des fous. Parce que ça y est, ils ont fini. Et puis alors, après, il y a un down énorme.
et ils se disent mais qu'est-ce que je vais faire maintenant quoi. Et je suis dedans. Bah, écoute, après on tombe, pourquoi est-ce qu'on tombe pour mieux rebondir? C'est une phrase de Batman Begins pour les gens qui se demandent d'où viennent mes références. C'est pourquoi est-ce qu'on tombe Bruce? C'est pour mieux se relever. Quel est le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment de ma carrière, je pense que c'est... je garde un souvenir exceptionnel de mon premier projet d'exposition où on a fait un shooting où j'avais réussi à réunir une vingtaine de personnes sur mon projet. En fait, c'était plus un shoot, c'était un tournage, le truc. Enfin, il y avait tellement de monde. J'avais plus d'assistants que de modèles quasiment. Enfin, c'était juste du délire. Et c'était un de mes plus beaux moments parce que j'étais arrivé à ce que j'admirais. Je me suis dit, mais ces photographes qui arrivent à fédérer des équipes de 10, 15, 20 personnes, c'est juste extraordinaire. Et au bout d'un an de projet, j'avais réussi à faire ça. Et je crois que c'était le plus beau moment parce qu'on avait réussi à faire privatiser le château de Grousset avec ses je sais pas combien d'hectares de terrain. Enfin, c'était absolument exceptionnel, juste pour nous. On était 20 personnes avec un matos de dingue et juste, c'est fabuleux quoi. J'ai retenu un mot de ce que tu as dit, c'est fédérer. Fédérer, tu peux dire monter une équipe, diriger une équipe, tu aurais pu dire plein de choses comme ça. C'est fédérer c'est un travail d'équipe, quoi, vraiment. Bien sûr. Oui, non, mais ça, moi, j'ai aucun souci à dire que je fais pas mon travail tout seul. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. La vision qu'on peut avoir du photographe qui monte son shoot, c'est que tu es un chef d'entreprise quelque part, tu vois, et tout. Et aussi, mais tu choisis de dire fédérer. Oui, fédérer. Ça montre l'approche aussi, et c'est peut-être aussi là-dedans que se jouent les 10%. C'est clair. C'est clair. Oui, c'est clair. Dans cette espèce de partage des tâches. C'est la dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Je recommanderais... Bon, je vais pas très loin parce que je vais parler de ma compagne et de ma mère qui sont aussi photographes. Donc je parlerai de Emma Martins qui est une photographe portraitiste de mode qui est ma compagne et qui a décidé de s'intéresser uniquement aux femmes de plus de 40 ans dans cette mouvance la mouvance Silver qu'on appelle en ce moment, qui vise à mettre en avant les personnes de plus de 40 ans, qui fait un travail vraiment intéressant. Et sinon dans un tout autre cadre, ma mère qui a décidé de se mettre à la photo assez récemment, qui a été mannequin pendant des années, qui est passée derrière il y a pas si longtemps que ça, et qui s'appelle Alexia Vick, et qui a décidé de s'intéresser et de s'approcher de la communauté LGBT avec beaucoup d'émotion, et ça marche. Donc, et elle qui est, alors pour le coup, pas du tout technicienne. Ouais. C'est vraiment pas son sujet en fait. Elle m'a toujours dit. En fait, finalement, la photo, elle s'en fiche, quoi. C'est l'approche qui l'intéresse. Ouais. Donc, c'est encore très différent. Mais est-ce que c'est pas une bonne manière de voir les choses? Parce que la photo pour la photo, c'est ce qu'on était en train de dire, d'ailleurs, même la photo en club, sans leur cracher dessus, mais c'est parfois la photo pour la photo, la technique pour la technique, et l'image pour l'image, en fait. Oui, c'est clair. Cette approche, elle est nécessaire. Après, à chaque photographe de placer son curseur de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, et à quel moment je prends une équipe pour faire des choses que j'ai pas envie de faire ou qui m'intéressent pas. Ouais. Donc ça, voilà, on place notre curseur où on veut, mais finalement, oui, il y a peut-être que l'image finale qui compte. Okay. C'est une bonne façon de conclure l'épisode. Il me reste à te remercier. Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens pour te retrouver et pour retrouver tout ce dont on a parlé dans l'épisode, dans les notes de l'article qui va accompagner le podcast. Merci beaucoup, Gauthier. Merci. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important et ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.